Ces mains craquées et tout le Bénin d'ailleurs continue de pleurer ses enfants tombés sous les flammes. On l'a d'ailleurs tristement suivi samedi dernier. Un incendie meurtrier a ravagé un entrepôt de dépôt d'essence de contrebande. À la clé, on va dire une trentaine de personnes décédées, plusieurs blessés graves. On parle de brûlures au second degré. Aujourd'hui, tout le monde dit déplorer cette situation sur fond de slogan, plus jamais cela. Mais au-delà de l'émotion et de l'indignation légitime, l'heure est venue de se poser et de prendre de grandes résolutions liées à cette filière confortablement épanouie dans le secteur informel depuis plusieurs décennies dans notre pays. Ce qui s'est passé nous montre clairement qu'il y a urgence de changer le mode de commercialisation de ce produit. Le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadani, a donné le ton, mais une préoccupation se pose. Le Bénin peut-il s'extirper de l'informel, ou du moins la filière de l'essence de contrebande peut-elle vraiment être quadrillée? On évoque la question avec Dieudonné Kofi Assouri. Il est docteur en droit et en sciences politiques, spécialiste des finances publiques, du droit, de la nouvelle économie et de la finance durable. Bonjour et bienvenue, M. Assouri. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien, ça va bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir partagé. Chaque fois qu'on vous invite pour partager avec les téléspectateurs béninois et voire même les étrangers. Très bien. Vous l'avez suivi dans l'actualité samedi dernier, cet incendie meurtrier qui justement plonge le Bénin dans un deuil, plus de 35 morts désormais donc du fait de ce liquide commercialisé, on va dire dans des conditions pas très catholiques dans notre pays. Déjà, qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ce drame? C'est 36 morts jusqu'à ce matin quand je rentrais dans vos studios, avec déjà 3 encore dans un état critique au CHU de Cotonou. Et je voudrais, avant de me prononcer sur votre question, exprimer mes condoléances sur ce plateau à toutes les familles éplorées et au peuple béninois, voire même au gouvernement du Bénin, parce qu'il s'agit des filles de ce pays et c'est le gouvernement qui en répond. Donc je présente mes condoléances au gouvernement de ce pays. C'est d'abord ça et c'est déplorable que nous sommes arrivés là, mais on n'en est pas c'est pas la première fois que ce drame arrive au Bénin et je crois que c'est l'occasion maintenant d'approfondir les réflexions pour voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire dans ce secteur. Est-ce qu'il y a quelque chose encore qu'on peut encore récupérer pour mettre sur les rails, et c'est l'objet de la séance de ce matin. Très bien. Alors, on parle d'essence de contrebande. Est-ce que quelque chose qui est issu de la contrebande peut être exercé dans le secteur formel? Oui, aujourd'hui nous sommes dans une économie, vous avez dit je suis spécialiste de la nouvelle économie, nous sommes dans une économie qui traîne les paradoxes. L'un de ces paradoxes, c'est ça. L'économie même reconnaît un secteur et le qualifie d'informel. Et même les services de l'État reconnaissent aussi ce service, notamment les services des impôts, puisque les gens la paient des impôts. Donc ce paradoxe-là fait qu'aujourd'hui, dans la réflexion qu'il faut mener sur le secteur, d'abord que tous les acteurs reconnaissent que le secteur existe, même si le trafic provient des zones douteuses. C'est d'abord la reconnaissance du secteur. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut engager des actions pour organiser le secteur, même si on le qualifie de l'informel. Donc ça fait partie des paradoxes que l'économie entraîne. Un secteur qui fait partie de cette économie-là et l'économie le qualifie de l'informel. Vous savez, le secteur aujourd'hui approvisionne le Bénin à plus de 70% du carburant que tous les utilisateurs utilisent, soit pour l'économie même, pour les fonctionnaires, les gens qui font les navettes dans notre pays. Donc 70%, je crois que c'est beaucoup et c'est important d'en parler. Alors, est-ce que quelque part, ce secteur-là n'a pas prospéré parce que pendant longtemps, évidemment, il faut le reconnaître et être honnête avec soi-même en se regardant dans la glace, il y a eu un déficit en station-service. Du coup, le secteur a connu un essor. Mais aujourd'hui, où l'État, des privés également, tentent de contrôler un peu, évidemment, je veux dire, la vente de carburant, de l'essence dans notre pays en érigeant des stations presque aujourd'hui, en tout cas pour ce qui concerne Cotonou, à chaque coin de rue. Est-ce qu'il n'y a pas lieu finalement de se poser des questions?
Oui, il y a lieu de se poser les questions et je voudrais organiser vos questions en 2 réponses. La première réponse est d'abord le contexte. Quel est le contexte dans lequel ce secteur-là est né? C'était un contexte de crise où il y avait le chômage dans les années 89 déjà, c'est la même période où les émigrants émergeaient au Bénin, donc où les gens même les fonctionnaires, ça donnait à ça parce qu'en venant au bureau, l'État n'arrive pas à payer le salaire et les gens sont obligés de se débrouiller. En se débrouillant, l'homme est comme ça, en se débrouillant, l'homme trouve toujours les moyens de subsistance et ce qu'on appelle aujourd'hui la contrebande était un moyen de subsistance, un moyen pour certains de compléter puisque l'État ne payait pas le salaire. Donc c'est d'abord pour répondre à l'existence, pour répondre à la survie que les gens se sont donnés à ce secteur-là. Et aujourd'hui, le secteur a pris de l'ampleur. Et c'est là ma deuxième réponse à votre question. Et pour en arriver à identifier les causes aujourd'hui, il faut en faire une analyse holistique, globale du secteur. Et si on se lève pour dire non, c'est des gens qui sont seulement en chômage et qui ont besoin de l'emploi, non, ça va être trop laconique de faire une analyse. Donc une analyse globale, une analyse approfondie, une analyse holistique qui permet de voir pourquoi le secteur a prospéré au vu au sud de tout le monde. Et si on pose cette question-là, la première piste de réflexion, c'est d'abord la défaillance de l'État. À un moment donné, l'État était défaillant. Ça, c'est la première chose. En termes d'approvisionnement, bien sûr, de carburant, en termes d'organisation de l'économie, tout ça, c'est la défaillance de l'État. La deuxième piste sur laquelle il faut réfléchir, c'est le problème de chômage. Et là aussi, il faut également regarder dans le miroir de l'État. Et troisième piste sur laquelle il faut réfléchir, c'est la disponibilité du produit pétrolier, et cette disponibilité-là se pose sur 3 aspects. Premier aspect, c'est le coût, combien ça coûte par rapport au pouvoir d'achat. Deuxièmement, c'est la proximité. Est-ce que dans les environs, je peux la trouver? Et le troisième aspect, c'est l'accessibilité. Et vous avez dit tout à l'heure que c'est vrai, et je voudrais saluer au passage la décision depuis 2016, il y a les stations qui prospèrent, et saluer également la réaction prompte du gouvernement pour aller au chevet et dire également que les soins seront gratuits pour ceux qui sont dans les... Ça, c'est important à souligner. Donc, ceci étant dit, donc, on a ces 3 aspects-là qu'il faut aujourd'hui analyser parce qu'il ne faut pas voir le produit par rapport à ceux qui s'y adonnent, mais ceux qui bénéficient également de ces produits-là, c'est-à-dire les utilisateurs. Donc les 3 aspects-là, on doit les analyser aujourd'hui pour voir où est-ce qu'on pose le curseur. Et je viens de vous dire que 70% encore n'arrivent pas à se provisionner dans les stations-service. Et ça, c'est déjà un problème important qu'il faut résoudre. C'est à cette solution-là maintenant qu'il faut approfondir les solutions sur lesquelles nous allons aller tout à l'heure. Donc l'analyse holistique est importante dans ce secteur-là. D'accord. On parle d'un produit qui est issu de la contrebande. Oui. Déjà, c'est une infraction. Oui. Et qui est logé dans le secteur informel. Oui. Seconde infraction. Oui. Pourquoi ça a quand même autant prospéré au nez et à la barbe de tout le monde? On n'en serait pas venu à ce drame aujourd'hui, que ça passerait crème, qu'on allait peut-être éventuellement continuer par, évidemment, commercialiser ce produit-là. Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu la complaisance de l'État? Si vous appelez ça complaisance, moi j'appelle ça la défaillance de l'État. L'État n'a pas hésité à un moment donné à laisser faire. Vous savez, une habitude économique, lorsqu'elle prend du temps, c'est difficile de retourner ça. Et la complaisance de l'État, c'est que c'est un secteur, ce n'est pas seulement la contrebande, c'est un secteur qui est organisé parce qu'ils ont aujourd'hui des associations et ils ont même une fêtière. Et ces associations-là sont reconnues par l'État. Et l'État a dialogué, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances a dialogué avec ces gens. Donc, je dis que quelque part, ce n'est pas des gens qui sont dans l'informel au sens où on l'entend, mais on sait que leur produit vient d'un trafic qu'on ne connaît pas, mais ils sont reconnus sur le plan interne. Et sur le plan des finances, ces gens-là, ils contribuent aux recettes de l'État. Donc, ça veut dire que nous avons contribué
à développer le secteur. Et comme on le dit souvent dans l'analyse sociologique comme dans les relations internationales, c'est le constructivisme. On a construit le secteur en fait. Collectivement, nous avons construit le secteur. Et en premier lieu, l'État qui a contribué à construire le secteur. Aujourd'hui, on parle de plus de 54 000 personnes recensées dans cette activité-là. C'est beaucoup de bénévoles, c'est beaucoup de familles, c'est beaucoup de bouches qui se nourrissent justement de la vente de l'essence de contrebande dans notre pays. Comment on fait pour reconvertir autant de personnes, sinon pour ne pas dire pour reloger autant de personnes? Ça, c'est le chiffre qui vient d'être publié, mais derrière ce chiffre, il y a une autre réalité plus sociologique, plus culturelle, plus anthropologique, et que l'État va maintenant prendre en considération pour faire une analyse, comme je dis, holistique de la situation. Parce que les chiffres disent qu'il y a environ 5000 personnes déjà qu'on est en train de reconvertir à Aglo-Djigbe. Donc ça veut dire que c'est un problème préoccupant, c'est un problème très, très important. Et ce n'est pas seulement le drame là qui est le problème qu'il faut résoudre. D'abord, l'activité même telle qu'elle est exercée expose tout ce qui les aide à des risques de santé, risques de sécurité, les risques environnementaux. Il y a beaucoup de risques auxquels les gens sont exposés, mais personne n'analyse jamais ça. Les problèmes de santé, quand les gens tombent malades, on va à l'hôpital ou soit quelqu'un meurt, on dit que c'est la sorcellerie. Non, c'est pas nécessairement. Quand ils sont à côté de l'essence dégage des gaz parce que ce pétrole-là n'est pas raffiné, et ça dégage des gaz qui progressivement agissent sur la santé, mais ils ne savent pas. Donc tout ça là, il faut les mettre dans un plateau pour faire une analyse et savoir comment on va agir dans le secteur. Donc c'est un secteur très important qui occupe beaucoup de personnes au-delà des chiffres qui ont été publiés. Et il y a des familles directes et indirectes ou des ménages qui vivent de ce secteur-là. Je voudrais peut-être profiter et dire un jour, moi, puisque je suis dans l'économie depuis, et même le lundi, quand ça s'est passé, j'ai fait un tour vers la zone, et j'ai constaté, j'ai pris Zemia, je n'ai pas pris de véhicule. Zemia qui m'a écrit était allé à une station pour prendre de carburant. Et je lui ai donné 5 000 francs et il dit je n'ai pas de monnaie. Comment vous allez appeler à la station là? Le pompiste dit qu'il n'a pas de monnaie. Il n'a même pas calculé, comme le disent les Ivoiriens, le Zemia, et qu'il est parti. Et il prend sa moto, heureusement qu'il y en avait un peu, il n'était pas sec. Et on a continué la route. Et il trouve un monsieur. Et je lui ai posé la question pour dire mais il y a un drame le samedi. Comment vous avez vécu ça? Il dit qu'il a perdu 5 personnes dans le drame et déjà le lundi, il est là encore pour vendre. C'est pour mesurer l'ampleur du problème. En principe, dans notre société où les cultes, on a les cultes des morts, on doit vénérer les morts. Mais déjà le lundi, il est encore sur les lieux pour vendre. Et il a perdu 5 patrons, il m'a dit. Donc ça veut dire que c'est un problème qu'il faut vraiment prendre du temps pour l'analyser avant de proposer les solutions sur lesquelles on ira. D'accord. Aujourd'hui, justement, l'heure est à la réforme. Le gouvernement a annoncé des mesures pour sortir les acteurs de l'informel. Est-ce qu'on peut reconvertir autant de personnes, sinon est-ce qu'on peut accompagner autant de personnes à prospérer dans la vente de carburant? Pas du tout. Il aura toujours des gens qui ne pourront pas parce que quand vous voyez d'abord les gens, le profil socio-éducatif, socio-économique, socio-culturel des gens dans le secteur, ce sont des profils divers. Des gens qui ont été à l'école par exemple dedans, mais il y en a qui n'ont pas du tout été à l'école. J'ai rencontré une dame qui me dit que c'est maman qui en avait fait et qui m'a laissé ça. Donc c'est un héritage encore là, à ce moment-là. Donc tous ces gens-là, c'est le recensement approfondi qui va permettre de définir leur profil tel que je viens de le dire et de pouvoir et de voir dans ces profils-là qui on peut recycler, si je prends le thème comme ça, c'est-à-dire qu'on peut reconvertir, ce qu'on peut utiliser encore dans le secteur dès qu'on va construire les mini-stations. Donc il y a ce premier travail-là que le gouvernement doit faire pour définir les profils sociaux, éducatifs, socio-culturels, socio-anthropologiques des gens qui sont dans le secteur, parce qu'il y en a qui ne peuvent rien faire que d'être dans le secteur. C'est pour ça que, encore une fois, je salue le gouvernement qui dit qu'on ne peut pas éradiquer le secteur, mais il y a un problème de formation à faire dans le secteur pour les habituer sur la formation des risques, parce qu'aujourd'hui, toute activité comporte des risques, même si l'activité est formelle. Mais plus dans l'informel, le risque est plus élevé. Il faut les amener à calculer le risque avant de le prendre. Alors, M. Assouvi, avec l'arrivée au pouvoir de Ahmed Bola Tinubu, le nouveau président nigérien, qui a supprimé justement cette subvention sur le carburant, on a annoncé, pourquoi pas, la mort programmée
de cette activité-là, de la vente de l'essence de contrebande qui provient fondamentalement donc du Nigeria. Mais on se rend compte que malgré tout, l'activité survit et que même parfois, le coût chez ces contrebandiers est supérieur au coût à la station. Et pourtant, les gens vont là-bas pour s'approvisionner. Oui, les réformes qui concernent les aspects humains, sociologiques, culturels ne se décrètent pas. Il faut travailler sur le facteur humain avec les gens. Effectivement, les gens pensaient que lorsqu'on va supprimer, ce serait la fin. Non, les acteurs ont développé une capacité de résilience pour trouver les moyens avec ceux qui sont de l'autre côté du Nigeria. Et puis, puisque ça va jusqu'à, c'est même un trafic international, ça va à Lomé, ça va au-delà même, et c'est bien organisé, ils se connaissent, ils ont leur code, ils ont tout ça là. Donc quand lui il a décrété ça, les gens pensaient que ça va être non. Ils ont trouvé d'autres canaux d'approvisionnement et ça qui fait que le commerce sera facile. Et l'analyse dont je parle tiendra compte de tous ces canaux là, de toutes les sources d'approvisionnement et de tous ceux qui sont derrière ces sources d'approvisionnement, parce qu'il y a une dimension politique, n'oubliez pas, que ce soit au Bénin, au Nigeria ou au Togo, la dimension politique, elle est là, et les Béninois ou les politiques béninois savent ça. C'est pour ça que c'est un secteur un peu qui est considéré comme une bombe. C'est un peu délicat. Délicat, c'est très comment délicat. Organiser la transition? Ça peut durer combien de temps, cette transition? Oui, la transition peut durer un minimum 5 ans, voire 10 ans. Ah oui. Oui, donc oui, il faut oui, encore oui, supporter ça pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années. Parce que si aujourd'hui on dit on va faire arrêt brusque et brutal, ça ne marchera pas. Ça va déboucher sur d'autres problèmes sociologiques, anthropologiques, politiques surtout, ce qu'aucun gouvernement au monde n'aimerait voir dans son pays. Pour finir, comment sortir de l'informel? Pour sortir de l'informel, c'est d'abord rendre le secteur que vous appelez formel transparent, fluide, moins exigeant, pour certaines catégories de gens qui veulent prendre des risques calculés pour être des entrepreneurs. C'est à ces conditions-là que les gens eux-mêmes, ils vont se dire, ah, le secteur formel, il est transparent, il est clair, il est moins exigeant, donc je peux. Mais deuxièmement, il faut former, surtout dans ce secteur-là. Il faut former, même si tel qu'ils font aujourd'hui, il faut commencer à mettre en place une formation à leur égard sur les risques, comment on sort du secteur de l'informel, comment on gère ces activités, ces revenus, comme on dit, on va commencer ces formations-là, c'est à ces conditions-là qu'on va parce que ce qui décourage dans l'informel, c'est la pression fiscale. Donc, merci. Il ne faut pas oublier ça. Merci beaucoup, Dieudonné Kofi Assouvi. Vous êtes docteur en droit et en sciences politiques, spécialiste des finances publiques, du droit, de la nouvelle économie et de la finance durable. Vous êtes aussi le président du groupe de recherche pluridisciplinaire, sur la gouvernance, et vous êtes le secrétaire général de l'association béninoise d'intelligence économique. Merci beaucoup d'être passé sur 5 sur 7 matin, mener la réflexion avec nous sur un sujet vraiment délicat. Merci beaucoup. Moi, je suis disponible pour la réflexion parce qu'il s'agit des Béninois, il s'agit de nous-mêmes. On doit y contribuer pour que demain, on ait un pays qui reflète une image, parce que c'est pas bon que les gens voient les bouteilles. À un moment donné, c'est quand les gens qui nous connaissent pensent que ce sont des vins que nous avons exposés au bord de la voie. Voilà. Donc, il faut qu'on contribue. C'est assez curieux. C'est assez curieux. Donc, il y a un blanc qui s'est vous dit, mais vous produisez de vin ici, quand il voit les bouteilles comme ça, c'est de l'essence, c'est du carburant. Merci beaucoup, monsieur Assouvi. Allez, 5 sur 7 matin, on marque une pause pour retrouver Jennifer Sachiwi. Ce sera donc bien sûr pour l'actualité, le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale, le bulletin d'information.